Seuls les bombardiers nous donneront la clé de la victoire. Winston Churchill, 3 septembre 1940. « 2000 ans d'histoire. Tout a commencé le 12 juin 1940. Ce jour-là, à 17h, quelques avions de la Royal Air Force larguaient leurs bombes sur le port de Boulogne. Certes, depuis le 25 mai, la ville était occupée par l'armée allemande, mais on était à 12 jours de l'armistice et la Grande-Bretagne était encore l'allié de la France. On comprend la surprise des habitants de Boulogne et la colère des familles des 14 victimes civiles de ce bombardement. Les premiers morts d'une tragédie oubliée, mais qui a profondément traumatisé les Français. Pendant 5 ans, les avions anglais et américains ont lancé plus de 600 000 tonnes de bombes sur plus de 1500 localités françaises, provoquant la mort de 67 000 civils. On n'en parle plus guère aujourd'hui, mais tous ceux qui ont subi les rigueurs de l'occupation allemande se souviennent aussi de cette époque où, pendant 5 ans, la France fut, après l'Allemagne, le pays le plus bombardé d'Europe. L'aviation anglo-américaine a laissé tomber des bombes incendiaires et explosives sur Clermont-Ferrand. Le maréchal a tenu à apporter le réconfort de sa présence aux sinistrés. Encore des ruines, mais à Toulon, où tous les quartiers principaux ont été une nouvelle fois atteints. Le Rhin a fait plus de 200 blessés et 64 morts, dont les obsèques sont célébrées en présence de la population en deuil. Le calvaire de notre pays continue. C'est au tour de Saint-Étienne qui va rendre un dernier hommage aux victimes du récent bombardement. Et ce sont les images habituelles que Saint-Étienne connaît après tant de villes françaises. Demain, sur quelle cité s'abattra la pluie de fer et de feu? Demain, quelle cité comptera ses morts? Patrick Facon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po à Paris et auteur d'un article sur les bombardements alliés sur la France dans le magazine du XXe siècle. Alors, de toutes les souffrances que les Français ont pu subir pendant l'occupation, les bombardements alliés sont pratiquement celles dont on parle le moins. C'est presque un sujet tabou, Patrick Facon. Pourquoi? Oui, vous avez raison, c'est un sujet tabou. En fait, peut-être pas si tabou que cela. Disons qu'au départ, ce sujet a fait l'objet de quelques études régionales par des sociétés savantes locales qui se sont intéressées aux problèmes de Brest, du Havre, de Caen et d'un certain nombre d'autres villes. Ensuite, il a été traité, mais de manière, disons, semi-confidentielle dans le cadre d'un certain nombre de mémoires universitaires. Donc ce sujet n'avait jamais été abordé, disons, sur le plan général. Dans les années 90, bien un certain nombre d'historiens s'y sont intéressés, notamment Eddy Florentin, qui a publié un livre sur la question. Oui, et en fait, on a réussi de cette manière-là, si vous voulez, à avoir une vue globale qu'on avait auparavant que par un prisme régional et local. Mais il est vrai que ce sujet est resté longtemps dans l'ombre pour la bonne et simple raison qu'en fait, eh bien, il se rapportait à des actions qui avaient été commises par les Alliés et qui n'étaient peut-être pas bons pour un certain nombre de raisons politiques de le faire. Alors qu'elles ont des conséquences énormes. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure, 67 000 morts. Vous dites vous-même dans cet article que la France, et on l'oublie toujours, est après l'Allemagne le deuxième pays le plus bombardé en Europe pendant la guerre. À ceci près quand même qui est très important, et vous le rappelez aussi, Patrick Facon, c'est que si beaucoup de civils ont été tués, les Américains et les Anglais ne visaient pas les populations civiles. C'était, comme on dit aujourd'hui avec ce doux euphémisme, c'était des effets collatéraux d'une guerre qui visait des cibles militaires, Patrick Facon. Absolument, les cibles qui étaient visées étaient des cibles militaires. Ces cibles ont varié dans le temps en fonction de la situation stratégique sur le front occidental, mais ces cibles étaient militaires et les civils n'ont été que les malheureuses victimes d'actions qui visaient la production de chars, la production d'avions, ou bien les ports de l'Atlantique, ou bien encore les voies de communication en 1944. Alors ces cibles ont changé, vous le dites, au gré des événements. Les premières cibles, en fait, dès 1940, étaient des ports français. J'ai cité Boulogne, il y en aura aussi d'autres. Les ports, pourquoi les ports, Patrick Facon? Bien, dans un premier temps, comme vous le savez, eh bien, les ports ont été visés en raison des préparatifs que les Allemands opéraient dans ces ports en vue de débarquer en Angleterre.
dans le cadre de cette bataille d'Angleterre qui a duré de juillet en septembre 40. Et ensuite, les ports sont devenus des cibles prioritaires à partir du moment où les Allemands ayant conquis tout le littoral atlantique de l'Europe occidentale, eh bien, ils disposaient d'un certain nombre d'endroits d'où ils pouvaient opérer avec leurs sous-marins ou leurs bâtiments de surface contre la navigation en Atlantique. Puis les ports, on verra aussi, seront plus tard bombardés pour d'autres raisons, notamment à l'approche du débarquement. En tout cas, justement, parmi ces ports, eh bien, il y a eu l'Orient. Écoutez ce reportage dans une base américaine en Angleterre au moment où des bombardiers s'envolaient en direction de l'Orient en janvier 1942. Les gars, vous avez vérifié les mitrailleuses? Oui, elles ne gêneront pas. Bien, alors allons-y. On va leur montrer ce que c'est que l'enfer. Et voici que part la première forteresse volante vers sa cible, la ville de Lorient, base des sous-marins nazis dans la France occupée par les Allemands. Quel spectacle! Et maintenant, arrivant vers nous, touchant presque la queue du précédent, voici le nouvel avion. Écoutons le bruit au moment où il passe. C'était un succès américain de l'année 1943, Coming In on a Wing and a Prayer, par une chanteuse américaine, Bea Wain, qui encourageait les pilotes de bombardiers américains sur l'Europe. On a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de scrupules de la part des Américains ou des Anglais de bombarder des populations civiles. Alors, il y avait d'un côté, bien sûr, les ennemis, les Allemands, et il y avait aussi quand même des alliés français. Ça a quand même posé des cas de conscience, je suppose, Patrick Facon. Il est vrai qu'il y a eu un dilemme, surtout chez les Britanniques, qui recevaient quand même en leur sein De Gaulle, qui allait animer la résistance intérieure en France par la suite. Et les Britanniques, les responsables britanniques recommandaient à leurs équipages d'attaquer les objectifs avec la plus grande précision possible, d'éviter comme vous l'avez dit tout à l'heure, les dommages collatéraux. Mais au fur et à mesure de la guerre, eh bien, ces bombardements sont devenus beaucoup plus violents, sont devenus des bombardements sur zone comme ceux qu'on pratiquait sur l'Allemagne, bien que la population ne soit pas l'objectif, et ils ont entraîné des dommages importants dans la population civile. Alors notamment tous les ports, Saint-Nazaire, tous les ports français occupés par la marine allemande. On citait l'Orient, il y a des bases navales. Il y a une ville qui a beaucoup souffert, Patrick Facon, vous le mentionnez aussi, c'est la ville de Brest. De la ville de Brest, non seulement parce qu'il y avait des sous-marins, mais parce qu'il y a eu aussi 2 croiseurs qui, à partir de 1941, sont restés pendant plusieurs mois en rade de Brest. Oui, bien sûr. Les Allemands ont abrité en rade de Brest 2 croiseurs, le Scharnhorst et le Gneisenau, que la Royal Air Force a tenté pendant toute une partie de l'année 41 d'envoyer par le fond, sans y réussir, et ce qui montrait quand même la difficulté d'atteindre des cibles extrêmement précises, puisque la Royal Air Force opérait de nuit. Donc c'était un gros problème d'atteindre des cibles précises. Et en fait, l'affaire ne s'est arrêtée qu'en février 42, quand ces 2 bâtiments ont forcé le passage de la Manche. Et cette affaire montre qu'en fait, les bombardements de nuit étaient extrêmement difficiles à opérer. Et ça a provoqué d'ailleurs, l'affaire du Scharnhorst et du Gneisenau a provoqué un changement de politique chez les Anglais, les a amenés à faire ce qu'on appelle la politique de bombardement sur zone, qui était de brûler en fait entièrement les villes sur lesquelles ils attaquaient. Alors il y avait aussi donc les Américains, eux, pour économiser leurs équipages, parce que leurs avions au début n'étaient pas protégés par des chasseurs, qui eux en revanche bombardaient 2 jours et à très haute altitude. C'est pour ça qu'il y a eu des dommages considérables. Le Scharnhorst et le Gneisenau n'ont pas été touchés, mais alors la ville de Brest a énormément souffert pendant toute la durée de la guerre, d'autant plus que les abris en béton des sous-marins, qui servent d'ailleurs encore aujourd'hui, je crois, la force sous-marine française, ces abris étaient quasiment invulnérables. Absolument. Donc les Anglais avaient une politique, disons, de bombardement sur de grandes surfaces, avec des bombes incendiaires explosives, et les Américains avaient une politique de bombardement de précision à haute altitude. Ce qui faisait que dans l'un et dans l'autre cas, en fait, les dommages collatéraux étaient importants. Et il est vrai qu'en dépit de la puissance des bombes qui ont été employées, des bombes de 450, de près de 900 kilos, ces abris de sous-marins dont vous parliez étaient inexpugnables pratiquement. Alors les ports n'ont pas été, Patrick Facon, les seules cibles des bombardiers alliés. Ils ont visé aussi des villes françaises de l'intérieur, dont Paris, qui en mars 1942 était à son tour bombardée par les Alliés, une archivina du 3 mars 1942. Ce matin, l'alerte a sonné. On a vu peu de temps après dans le ciel apparaître les avions.
et la mort, à nouveau, s'est abattue sur un quartier populeux de la région de Paris. J'ai vu une maison, j'ai donc vu sortir de cette maison des civières qui étaient chargées de cadavres, dont un petit cadavre dans son tout recroquevillé. 2 ambulances, 3 ambulances, 4 ambulances sont passées chargées de leurs funèbres fardeaux. Et vous, madame, vous êtes sinistrée? Oui, monsieur. Votre maison a été détruite? Elle n'est pas complètement détruite, mais il y a une bonne dedans, on ne peut pas rentrer. Ah, voilà. Où étiez-vous hier soir? Vous étiez dans chez la vous? cave? J'étais à l'abri de la On cave. est descendu dans la cave quand on a vu que ça commençait à lancer des bombes. Alors, pour l'instant, vous venez vous restaurer ici parce On que... ne sait pas où elle est couchée, on ne sait pas où elle est mangée, on est dans la rue. Et nous avons quitté ces pauvres gens livrés si horriblement à leur entière détresse. Vision de guerre. Et c'est bien la guerre en effet. La guerre que nous apportent les Anglais. La guerre dont ils ensanglantent notre sol, ce sol qu'ils n'ont eu, il y a 2 ans, ni la volonté, ni le courage de défendre. Alors c'était la radio de Vichy, ou plutôt Radio Paris, après le bombardement donc sur Paris en 42. On sent bien évidemment que Vichy exploite pour sa propagande les bombardements alliés, et pourtant vous semblez dire, Patrick Facon, que dans l'ensemble, l'opinion publique, il y a eu des nuances, mais que dans l'ensemble, l'opinion publique n'a pas été très sensible à cette propagande. Oui. Alors on a très bien entendu dans cet extrait en fait les deux points centraux de la propagande de Vichy, c'est-à-dire les Alliés veulent détruire la population française, veulent l'exterminer, et d'un autre côté les Anglais nous ont abandonnés en 1940. Donc il y a vraiment, ce sont deux principes importants sur lesquels Vichy a basé sa politique vis-à-vis de l'Angleterre. Mais il est vrai que dans l'ensemble, la population française a bien sûr été complètement frappée de stupeur par ces bombardements quand ils survenaient, mais qu'au fur et à mesure que le temps passait après ces bombardements, il y avait une sorte de compréhension. Les Français comprenaient que c'était la voie de la libération, finalement. Quel était l'objectif, il faut le rappeler, des bombardements anglo-américains sur la région parisienne? Aujourd'hui, un Parisien qui se promène dans les rues n'est pas frappé par des destructions ou par des reconstructions. Brest a été presque entièrement reconstruite. C'est pas été le cas de Paris. Quels étaient les objectifs de l'aviation, des aviations anglaises et américaines? Alors, la ville de Paris n'était pas bien sûr visée en tant que telle. C'était un certain nombre d'objectifs qui étaient dans banlieue parisienne, qui étaient attaqués. Bien entendu, ces objectifs étaient en mars 42 les usines Renault de Billancourt, que les Anglais soupçonnaient de fabriquer des chars et de réparer des camions pour le compte de l'Allemagne. Et en 1940, soupçons, je crois d'ailleurs même. Oui, il y avait un certain nombre, il y avait une collaboration de la part de ces usines dans l'effort de guerre allemand. Et en 1944, par exemple, cela a été la gare de la Chapelle, la gare de triage de la Chapelle, qui était donc au nord de la capitale. Mais par effet de conséquence, un certain nombre de bombes sont tombées sur la capitale elle-même. Alors tout ça a provoqué à Paris et ailleurs de nombreux morts dans toutes les villes françaises bombardées. Écoutez le témoignage de quelques-unes des victimes de ces bombardements, la revue de texte Stéphanie Denker.